L'entrepreneur, c'est d'une certaine manière un anti-bourgeois. Là où le bourgeois aime l'ordre établi, le confort, l'entrepreneur, en tout cas celui qui a le chromosome de l'entrepreneur, il aime inventer, il aime prendre en charge une collectivité. Il est à la fois dans ce dialogue entre une assez grande confiance en lui et en même temps un sens de la fragilité, un sens du doute. C'est une des grosses différences entre un entrepreneur et un employé, c'est que la préoccupation de l'entrepreneur ou sa priorité stratégique, c'est que son entreprise existe encore dans 20 ans ou dans 30 ans, ce qui n'est pas la préoccupation de l'employé. Lui, sa préoccupation, c'est qu'il soit payé à la fin du mois et qu'il touche son bonus à la fin de l'année. Cette voie par défaut vers laquelle on nous dirige assez naturellement, c'est finalement pas celle dans laquelle la majorité va s'épanouir, pourtant c'est la direction dans laquelle on dirige la majorité. L'enjeu principal, c'est l'articulation entre une bonne stratégie et une bonne exécution. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a de la valeur? C'est précisément l'unique point commun de tous les entrepreneurs, c'est de n'avoir jamais abandonné. Et la réussite ne demande pas de faire des choses extraordinaires, elle demande de faire des choses ordinaires pendant une période de temps extraordinaire. C'est précisément ce qu'a fait mon invité du jour, Éric Dejoie, fondateur de MBO+, un cabinet de private equity. Éric, c'est un investisseur devenu entrepreneur pour se rapprocher de celles et ceux qui l'accompagnent au quotidien, des entrepreneurs au potentiel exceptionnel. Cet échange m'a prouvé que 30 ans d'expérience entrepreneuriale, ça ne s'invente pas. Si certains naissent entrepreneurs, la grande majorité le devient. Et je suis convaincu qu'il existe des principes fondamentaux qui font la réussite de tous les entrepreneurs. L'un d'entre eux, c'est la quête de liberté. Alors si vous voulez mieux comprendre le monde de l'entrepreneuriat ou du private equity, ou que vous voulez tout simplement obtenir plus de 30 ans d'expérience synthétisée lors d'un échange de moins de 2 heures, vous êtes au bon endroit. Bon visionnage. Avant de commencer, je tiens à remercier le partenaire de cet épisode, Trade Republic. Avec le Grand Bain, ma mission est de rendre l'éducation financière accessible à tous, et ça tombe bien, c'est également la mission de Trade Republic, qui est désormais la plus grosse plateforme d'épargne d'Europe, avec plus de 4 millions de clients. Vous le savez, une des difficultés principales quand on veut commencer à investir, c'est qu'on ne sait pas quelles actions acheter, et est-ce que c'est le bon moment pour commencer. Or, si vous suivez le Grand Bain depuis quelques temps, vous savez que je plébiscite 2 méthodes qui permettent de répondre à ces problèmes. La première, c'est la diversification, et pour ça, on va investir en utilisant des ETF, qui sont des paniers d'actions qui vous permettent de diversifier très facilement votre portefeuille. Et la deuxième, c'est l'investissement progressif. Vous allez investir une petite partie de votre épargne chaque mois afin de lisser votre prix d'entrée, et ainsi vous allez vous protéger de la volatilité des marchés financiers. Et ces 2 méthodes sont précisément facilitées par les plans d'investissement programmés disponibles sur l'application Trade Republic. Vous construisez votre portefeuille d'ETF et d'actions, vous mettez en place des investissements automatiques sans frais de courtage et vous n'avez plus rien à faire. Si vous souhaitez ouvrir un compte Trade Republic et commencer à investir sans frais dès maintenant, retrouvez le lien en description. Encore merci à Trade Republic, premier partenaire d'Europe pour l'éducation financière, et on reprend l'épisode tout de suite. Bah écoute Éric, bienvenue dans le Grand Bain. Merci, bonjour Charles Elias, merci de me recevoir. Ben c'est un plaisir. Éric, tu es fondateur de MBO+, un cabinet de private equity spécialisé dans les PME et ETI de croissance. On pourra revenir un petit peu sur ce que c'est comme appellation. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce cabinet, que tu as cofondé d'ailleurs, et ça fait plus de 30 ans que tu es dans le secteur de l'entrepreneuriat. Donc tu as énormément d'expérience, tu as vu des centaines, peut-être même des milliers d'entrepreneurs, t'en as vu réussir, t'en as vu d'autres échouer. Donc, je pense que ton expérience dans ce secteur peut servir à énormément de personnes qui réfléchissent peut-être aujourd'hui à se lancer ou qui se sont déjà lancées et qui se demandent quelle est la prochaine étape. Donc avec toi aujourd'hui, je voudrais justement parler de plusieurs éléments. Déjà peut-être avec ton expérience, quelle a été l'évolution de l'écosystème de l'environnement entrepreneurial en France? Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible de devenir entrepreneur et de grandir, d'évoluer. J'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais aussi un petit peu comprendre quels sont les différents types d'entrepreneuriat. Il y a un certain spectre, je considère, entre ceux qui veulent faire leur petit business, entre guillemets, de leur côté, lifestyle business, comme on les appelle, et de l'autre côté, quand on cherche à construire une billion-dollar compagnie, c'est pas la même approche. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer peut se positionner sur ce spectre? Comment savoir ce qui est fait pour soi? Et enfin, je voudrais qu'on parle un petit peu du parcours d'un entrepreneur. Certes, il y a des balbutiements, des débuts, parfois, quand on veut se demander quelles sont les premières étapes, trouver une idée, trouver une niche, trouver ses premiers clients. Mais derrière, comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on construit une équipe? Comment est-ce que demain, on trouve du financement? Et in fine, peut-être un exit, une sortie, un buyout, qui est peut-être un petit peu plus ta spécialité. Donc je voudrais qu'on parcourt un petit peu ce voyage ensemble. Est-ce que ça te convient? C'est parfait, merci Charles Elias. Super. C'est un bon programme. Eh bien écoute, Éric, dans ce cas-là, on peut commencer. Et avant de rentrer dans le sujet de l'évolution de l'entrepreneuriat, est-ce que selon toi, il existe un
manuel, un plan d'étapes qu'on peut suivre quand on veut devenir entrepreneur et qu'on veut évoluer dans l'entrepreneuriat, et que si l'on suit ce guide, on réussit. In fine, selon toi, quelle est la place de la chance et du talent dans l'entrepreneuriat? Est-ce que entreprendre est une science ou un art? Alors, je voudrais peut-être commencer par dire, moi, l'entrepreneuriat, je le vois au travers de plusieurs perspectives. La première, effectivement, comme tu l'as dit, ça fait plus de 30 ans, 35 ans que j'accompagne des entrepreneurs, puis je reviendrai sur le rôle de l'entrepreneur dans l'économie et comment, effectivement, ce rôle a évolué depuis 30 ans ou 35 ans. Je le vois aussi au travers d'un engagement que j'ai dans une association de microcrédit qui s'appelle l'ADI, qui a été créée par une personne remarquable qui s'appelle Maria Novak, pour précisément répondre à cette demande, à cette aspiration fondamentale de gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour simplement créer leur entreprise. Et puis je l'ai vu, moi, en tant qu'entrepreneur, comme tu l'as souligné, un des fondateurs de MBO, aujourd'hui MBO+, en 2002. Alors, est-ce qu'il y a un manuel de l'entrepreneur? J'allais dire, il me semble que la notion de manuel d'entrepreneur est presque un peu antithétique, c'est-à-dire d'une certaine manière, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui inscrit sa démarche dans un besoin presque existentiel d'entreprendre. C'est quelque chose qui est important pour lui, qui fait partie de sa réalisation personnelle, et que ce serait pratiquement contradictoire avec l'idée qu'on peut devenir entrepreneur en suivant un guide. Alors il y a peut-être un certain nombre de bonnes pratiques, mais je dirais que c'est d'abord une disposition. Et cette disposition, c'est aussi une aspiration à la liberté, c'est-à-dire à la volonté de se construire, de s'épanouir parce qu'on a une volonté de transformer, de créer quelque chose, d'emmener une collectivité. Et précisément, ça ne se fait pas par référence à ce qui existe déjà, puisque par construction, l'entrepreneur, il va inventer quelque chose. Et donc, c'est à la fois un besoin fondamental, mais c'est fondamentalement un exercice de liberté où l'entrepreneur, il ne va pas se situer par référence à ce qui existe déjà, mais par la volonté de construire quelque chose. Donc pour moi, c'est pas précisément en suivant un guide qu'on va devenir entrepreneur, mais en suivant une aspiration, en suivant c'est un besoin existentiel d'abord qui mène l'entrepreneur à devenir entrepreneur. Mais tu l'as dit, il y a probablement des principes fondamentaux, des bases, une structure peut-être à suivre initialement. Comment est-ce qu'on découvre finalement cette aspiration, cette envie de le devenir? On est avec, on le découvre, comment est-ce qu'on le découvre? Comment est-ce que pour toi ça t'est venu? Alors moi, ça m'est venu... je dirais, effectivement, je pense qu'il y a une disposition naturelle. C'est-à-dire que moi, je suis enfant, on va dire, issu de la classe moyenne. Et je me voyais pas fondamentalement employé, quoi. Donc, pourquoi? Parce que c'était le rapport, je dirais, à la discipline, au fait d'être dans un environnement structuré, me convenait pas. Et donc pour moi, devenir entrepreneur, enfin en tout cas c'était une aspiration qui correspondait aussi à une volonté de craquer sociologiquement aussi. Ouais, ok. J'allais dire ce que je... donc ça, là aussi ça correspondait à un besoin un peu assez profond chez moi. Ensuite, si je regarde un petit peu dans mon parcours, donc moi effectivement comme tu l'as dit, j'ai créé MBO après en 2002, après une quinzaine d'années de vie professionnelle. Dans le salariat. Dans le salariat, absolument. Alors un salariat un peu particulier parce qu'on était à la fois dirigeant, actionnaire de notre entreprise, donc il y avait déjà une dimension un petit peu entrepreneuriale presque. Entrepreneuriale, mais nous n'étions pas créateurs de cette entreprise. C'était quoi comme activité, juste pour comprendre? Alors, c'était une activité déjà de capital investissement. Okay. Moi, j'ai démarré en fait en 1989, tu vois, donc quasiment au début de cette industrie du private equity, enfin au moment où, en tout cas, elle était en train de
se développer et d'apparaître en France. Elle avait déjà un peu d'ancienneté dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, puis après en Grande-Bretagne, et ensuite en Europe continentale. Et ce qu'on appelait à l'époque le capital investissement, en fait, a émergé en France, donc en gros au milieu des années 80, et a apporté deux choses qui ont été des bouleversements finalement dans l'économie. Le premier, ça a amené de la liquidité à un marché illiquide. Il faut savoir que les PME, auparavant, n'avaient pas accès à des capitaux. Il y avait quelques mécanismes très... Financement bancaire ? Financement bancaire, mais enfin le financement bancaire précisément n'est pas du capital. Et donc les entreprises à la fois se finançaient par le jeu des liens de famille ou des héritages, un petit peu par du financement bancaire. Enfin en tout cas c'était un marché très très illiquide. Et donc tout d'un coup le capital investissement a apporté du capital, du vrai capital, du capital rare, au monde des PME et des ETI. Et le deuxième élément, c'est que en permettant d'apporter du capital à des gens qui avaient des projets, du talent et pas d'argent, on a mis le talent et les projets au service de ces PME et des ETI et de leur développement. Et la finance a pu accomplir sa mission fondamentale, qui est au fond d'allouer du capital rare sur les meilleurs talents et les meilleurs projets, qui n'étaient pas nécessairement des héritiers ou des gens qui étaient là par le jeu de l'histoire ou la faveur de l'histoire. Voilà, donc ça a été une évolution, je dirais même une révolution. Là, on parle de la fin des années 80, qui a fait émerger l'idée que l'entrepreneur, si on lui donnait les moyens de réaliser son talent et ses projets, pouvait réaliser des choses extraordinaires avec l'entreprise. Donc c'est vraiment avant, quand on avait besoin peut-être qu'il y avait probablement des entrepreneurs qui avaient peut-être du talent et de très bonnes idées, mais qui manquaient de financement et qui, in fine, n'ont pas pu se lancer, n'ont pas pu se développer, ou en tout cas pas aussi rapidement qu'ils l'ont pu depuis l'arrivée du capital risque en France. Incontestablement. C'est vrai aussi bien dans le monde de la PME, de l'ETI, que dans le monde de l'innovation ou de l'entreprise de création. On a suivi effectivement le développement de l'entrepreneuriat en France. L'entrepreneuriat, à cette époque-là, était quelque chose qui était assez marginal, qui était d'ailleurs plutôt considéré comme une alternative secondaire par rapport aux carrières dans les grandes entreprises. Donc si on faisait une grande école, si on faisait des études supérieures, on allait travailler dans l'administration, dans la haute administration, dans des grandes entreprises. Et on devenait très peu entrepreneur à l'époque. Ça l'est encore beaucoup aujourd'hui, hein, je veux dire. Dans les grandes écoles, les carrières cibles, c'est plus souvent encore la banque et le conseil que l'entrepreneuriat, qui est un peu vu encore presque les saltimbanques. Hein. Alors, oui, mais c'était beaucoup plus marginal à l'époque. Et il me semble qu'aujourd'hui, même lorsqu'on fait des études supérieures, en tout cas pour ceux qui ont cette volonté, cette aspiration, on sait que c'est possible. On a des exemples autour de soi d'anciens qui ont créé des entreprises, qui ont développé des entreprises, qui sont devenus, qui ont fait des parcours pour certains absolument incroyables. Donc il y a beaucoup d'exemples qui peuvent aussi être très inspirants. Alors effectivement, il y aura toujours une fraction importante d'étudiants qui vont rejoindre le système, le conseil, la banque d'affaires, les grandes entreprises. Mais on va retrouver quand même une part effectivement minoritaire, mais quand même relativement significative, de gens qui vont ressentir ce besoin, cette aspiration à devenir entrepreneur, à créer leur entreprise, à prendre encore une fois en charge un projet, une collectivité, et à vouloir transformer le monde autour d'eux en devenant entrepreneur. Tu saurais me dire l'âge moyen des entrepreneurs en France ? Non, je ne saurais pas te le dire. Je pense que c'est dans la quarantaine. Hein. Alors, je pense que l'entrepreneur, créateur d'entreprise, je pense qu'il est souvent un peu plus jeune, parce qu'au fond, il me semble que le cycle, en
tout cas tel que je l'observe, assez classique, c'est de se construire son expérience quelques années, et que finalement, à un moment donné, le choix se présente de continuer et faire une carrière dans une organisation, tu parles du conseil, ou dans une entreprise, ou précisément de saisir sa chance en devenant entrepreneur. C'est peut-être plus difficile de devenir entrepreneur ou de franchir le cap quand on a déjà charge de famille, des obligations importantes, et la perception qu'on peut avoir du risque est un peu différente. Donc j'ai plutôt, en tout cas pour les créateurs d'entreprises, l'impression que ça se situe plutôt peut-être un peu plus jeune, peut-être autour de 30 ou 35 ans que de 40 ans. Mais j'ai pas fait d'études sur le sujet. Mais non, mais tu as soulevé un vrai point sur le niveau de risque qui est associé à l'entrepreneuriat et la nécessité de, justement, si on souhaite se lancer le plus tôt possible, parce que c'est là où on a le moins de responsabilité, on va dire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avant de se lancer en se disant je vais acquérir plus d'expérience, je vais être peut-être plus stable personnellement, financièrement, avant de vouloir prendre plus de risques. Mais finalement, le meilleur moment pour se lancer, c'est plus on est jeune, moins on a de risques, moins on a de contraintes personnelles. Toi, typiquement, est-ce que c'était un sujet quand tu réfléchissais à te lancer en te disant déjà, est-ce que quand tu t'es lancé, tu avais déjà une famille établie ou pas? Comment est-ce que tu as un peu pris en compte cette dimension personnelle dans le fait de te lancer? Alors, effectivement, j'avais déjà une famille établie, puisque moi, j'avais un peu moins de 40 ans. Mais j'ai jamais perçu ou abordé cette question-là sous l'angle du risque. Alors qu'on parle de capital risque. Oui, on parle de capital risque, bien sûr. Mais encore une fois, quand on devient entrepreneur, on se construit une option pour que ça marche. Et d'une certaine manière, la perception du risque, elle est aussi très très personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Finalement, on revient dans une situation antérieure où c'est ce que je dis tout le temps. On peut reprendre un job, etc. Donc si on a un regard un peu différent, on peut même dire que d'une certaine manière, devenir entrepreneur, c'est prendre sa chance, prendre une option sur le fait que ça marche. Et je préfère retenir cette approche qu'une approche par le risque. Oui, mais on entend tout le temps 99% des startups échouent, font faillite. Selon toi, d'où vient cette image qu'on en a? Peut-être que c'est vrai, d'ailleurs statistiquement, j'ai pas les chiffres, mais 99%, je pense que c'est exagéré. C'est très exagéré. Mais au fond, ça fait partie du système. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la création d'entreprise, c'est extrêmement darwinien. Donc il y a beaucoup de gens qui échouent. Il y en a quelques-uns qui réussissent, ou d'autres qui ont des trajectoires plus moyennes. Pour autant, l'expérience que ça apporte à soi-même, à l'économie, à la société est absolument considérable. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'aux États-Unis, en particulier en Californie, bien sûr, il y a une culture entrepreneuriale très très forte. Les gens qui ont créé des entreprises et qui se sont plantés viennent alimenter tout ce système et tout l'écosystème, ce qu'on appelle le recyclage des morts, d'une certaine manière, qui est très très important en fait dans l'expérience qu'ils vont apporter aux nouveaux projets et qui viennent alimenter en fait l'ensemble de la chaîne. Et au fond, quand on a créé une entreprise, on a développé son entreprise, même si le projet ne fonctionne pas, on sort de cette expérience très enrichi personnellement et avec beaucoup de choses à apporter aux organisations qu'on va pouvoir rejoindre. Donc je pense que ça reste une expérience, quoi qu'il arrive, absolument formidable. C'est quoi selon toi les caractéristiques ou les compétences que va développer un entrepreneur qui demain lui seront utiles, même s'il finalement retourne dans le salariat? Alors je dirais que le fait d'être confronté à une situation où il faut prendre en charge une collectivité, créer une organisation, inventer sa stratégie, la mettre en œuvre, se confronter à la difficulté, faire preuve de pugnacité, d'une certaine manière se confronter à un environnement qui est
qui est par nature plutôt hostile, parce que globalement, quand on crée une entreprise, on est entouré de gens qui vous expliquent que ça ne va pas marcher. Enfin, donc, d'une certaine manière, on brave un peu l'ordre établi. Enfin, voilà, l'entrepreneur, c'est d'une certaine manière un anti-bourgeois. Là où le bourgeois aime l'ordre établi, le confort, l'entrepreneur, en tout cas celui qui a le chromosome de l'entrepreneur, lui, il aime inventer. Il aime, encore une fois, prendre en charge une collectivité. Il est à la fois dans ce dialogue entre une assez grande confiance en lui et en même temps un sens de la fragilité, un sens du doute. Donc ce sont des gens qui souvent ont une espèce de bouillonnement de richesse existentielle qui est très très qui peut être très très utile pour l'organisation, quelle que soit encore une fois l'expérience, le succès de son entreprise. Ce sont des tempéraments qui amènent beaucoup en fait à des organisations. Et j'ai le sentiment qu'avoir un esprit contrarien, typiquement, ça peut être une qualité pour un entrepreneur. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on ne crée pas une entreprise avec un esprit de mimétisme. On crée une entreprise et ça ne peut réussir que si, d'une certaine manière, on est un peu effectivement contrariant, c'est-à-dire qu'on invente quelque chose. Et on pense par soi-même. Enfin, ça, c'est aussi c'est très important. Tu le disais tout à l'heure, les étudiants qui vont rejoindre le système, ou on va dire plus classique, traditionnel. Justement, est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité aujourd'hui de la part de ceux qui voudraient se lancer, de se détacher j'ai le sentiment, tu vois, en ayant fait classe préparatoire, en ayant fait une grande école de commerce, cette voie par défaut vers laquelle on nous dirige assez naturellement, c'est finalement pas celle dans laquelle la majorité va s'épanouir. Pourtant, c'est la direction dans laquelle on dirige la majorité. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu as vécu peut-être à l'époque, c'était un petit peu différent, où je pense qu'il y avait quand même des voies les voies royales ou les voies par défaut presque. Est-ce que ça a évolué selon toi, ce système par défaut et comment est-ce qu'aujourd'hui les jeunes qui suivent des études supérieures peuvent finalement se retrouver et non pas uniquement suivre la voie par défaut, mais peut-être s'écouter eux-mêmes? J'ai la même intuition que toi, c'est-à-dire que la question ce que j'observe aussi, c'est effectivement que beaucoup de jeunes aujourd'hui répondent à des injonctions extérieures, cochent les cases, et pour autant ne trouvent pas nécessairement, bien qu'ayant répondu à toutes les attentes, un environnement qui leur assure le maximum d'épanouissement. Enfin, en tout cas, l'épanouissement qu'ils peuvent attendre. Là, je parle effectivement de la vie professionnelle. Et que le choix d'un certain nombre d'entre eux de quitter le système pour entreprendre correspond précisément à ce qu'ils vivent, en fait, et à la volonté précisément de se décaler du système pour entrer dans une phase plus épanouissante. Alors je dirais que, au fond, si tu reprends les fondamentaux de ce qui fait une organisation, et prenant un peu les thèses de Georges Dumézil, le grand sociologue, en fait, une organisation, elle se construit au travers de trois piliers. Okay. Et ce qu'on retrouve dans les grands récits anthropologiques, etc. Le guerrier, enfin le prêtre, le guerrier et le producteur ou le reproducteur. Qu'effectivement, peut-être que les organisations qui sont dans des systèmes de reproduction, qui sont dans des systèmes très conformistes, et les entreprises, il y a peut-être de moins en moins de prêtres dans les entreprises. Donc la dimension de sens et la dimension métaphysique, on n'apprend plus nécessairement, ou on n'a plus forcément l'appétit de réfléchir, de penser à ce qu'on fait, de construire son propre univers, non pas par des références extérieures, mais par référence à ce qu'on est soi-même. Et on laisse finalement ces organisations dans une espèce de dialogue entre les guerriers, les producteurs et les reproducteurs,
en oubliant un peu la dimension métaphysique, la dimension de sens, c'est le fameux sens que beaucoup de jeunes évoquent. Et ça, c'est sans doute une évolution qui marque un peu l'environnement et qui se traduit par ce que beaucoup de jeunes ressentent comme un déficit de sens. C'est-à-dire que, au fond, à chaque fois qu'on oublie cette dimension collective, cette dimension de projet, cette dimension d'engagement, d'impact cette dimension d'impact, cette dimension de projet collectif, en fait, il y a un sentiment de manque. Il y a un sentiment de non-accomplissement. De la même manière que, effectivement, l'être humain se construit sur la tête, le cœur, le corps. S'il manque la tête ou s'il manque le cœur, il manque quelque chose. Voilà. Et probablement qu'un certain nombre d'environnements dont l'évolution s'est traduite par plus de conformisme, plus d'individualisme, plus de concentration sur la seule performance économique avant le projet collectif, etc., suscitent un certain nombre de frustrations. C'est l'avènement des bullshit jobs. Hein. C'est par exemple l'avènement des bullshit jobs. Voilà. Et donc, c'est vrai que je dis que l'entrepreneur ne peut réussir que si lui, finalement, il combine ces trois fonctions, ces trois dimensions, parce qu'il est obligé de penser à ce qu'il fait, il est obligé de se projeter, il est obligé d'avoir une vision de l'avenir qu'il va développer dans sa propre entreprise. Il faut qu'il développe ensuite une excellente qualité d'exécution. Et puis ensuite, il faut qu'il emmène les gens. Voilà, donc ces trois dimensions, elles sont essentielles pour qu'il puisse réussir dans son entreprise. Donc lui, il va resynthétiser au travers de ce projet, au travers de son initiative, de son projet, ces trois dimensions qui vont redonner du sens à ce qu'il fait. Ouais. Mais redonner du sens et considérer l'impact en priorité, j'ai le sentiment que c'est de plus en plus important, notamment maintenant avec les sujets écologiques où on se dit maintenant il faut anticiper, il faut penser à l'impact, pas uniquement la dimension financière. Maintenant, même dans l'univers de l'écosystème financier, les critères extra-financiers sont de plus en plus pris en compte. Tout le sujet du greenwashing, c'est pas le sujet ici, mais aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment qu'avoir un impact, ça devient fondamental, et c'est pour ça que de plus en plus de jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat, parce qu'elles ne trouvent pas ce sens, cet impact, on va dire cette vision durable, cet impact qu'elles veulent avoir sur l'écosystème, sur la société, dans le système traditionnel, et donc elles se disent je vais le créer moi-même. C'est tu vois, récemment tous les banques plutôt écolo, les assurances vie très ESG, voilà, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'était ce sujet de l'impact, finalement, il était aussi présent il y a quelques décennies maintenant, quelques années, ou est-ce que c'est plutôt récent? Alors cette évolution, en tout cas dans la terminologie que tu utilises, elle est effectivement assez récente. Maintenant, si on admet que le premier objectif stratégique d'une entreprise, avant même son développement, c'est sa pérennité. Il faut revenir toujours à l'idée, c'est qu'une entreprise, en fait, c'est un corps vivant. C'est-à-dire, il y a une phase de création, il y a une phase de développement, il y a une phase de maturité. Et comme toute organisation, en fait, au bout d'un certain temps, il y a une aspiration vers le vide qui oblige, si on veut assurer sa pérennité, à se transformer, à se régénérer. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un être humain. Voilà, donc si on admet que l'objectif stratégique prioritaire d'une entreprise, c'est sa pérennité, de fait, les notions d'impact, les notions de durabilité sont au cœur du projet stratégique. Donc la stratégie, ça consiste à, au fond, allouer de manière optimale des ressources limitées et rares. Ces ressources limitées et rares, ça peut être du capital, mais ça peut être aussi des ressources... liées à des externalités, des ressources environnementales. Et de plus en plus, effectivement, on se rend compte que ces ressources extérieures, l'eau, l'air, les énergies, sont des ressources rares. Et donc, l'optimisation
et la bonne allocation de ces ressources fait partie du choix que l'on doit faire individuellement dans l'entreprise et collectivement dans la société. Effectivement, cette question du choix. Et donc on est passé d'une société... l'impact accompagne aussi le passage d'une société où on a un sentiment d'abondance, voire même de ressources illimitées, à la perception, à la conviction que nous sommes dans un environnement de ressources limitées, que nous devons faire des choix. Alors ces choix, c'est vrai au niveau de l'entreprise. On en parle beaucoup, par exemple, avec l'intelligence artificielle. On dit, voilà, quand on utilise ChatGPT ou qu'on construit une image de synthèse, on consomme autant d'énergie que si on chargeait son smartphone. Ah bon Donc c'est vrai au niveau individuel et c'est vrai au niveau collectif. On sait qu'on doit faire des choix. Et au fond, entrepreneur, c'est aussi très souvent faire des choix, allouer des ressources pour construire son modèle, pour construire son entreprise, pour en assurer la pérennité. Donc en fait, par essence, si j'ai bien compris, un entrepreneur se doit de se préoccuper de l'impact à long terme de son entreprise, que ce soit de son entreprise sur l'environnement ou de l'environnement sur son entreprise, parce que par essence, sinon, elle va péricliter, elle ne pourra pas survivre suffisamment longtemps. C'est une des grosses différences entre un entrepreneur et un employé, c'est que la préoccupation de l'entrepreneur ou sa priorité stratégique, c'est que son entreprise existe encore dans 20 ans ou dans 30 ans. Ce qui n'est pas la préoccupation de l'employé. Lui, sa préoccupation, c'est qu'il soit payé à la fin du mois et qu'il touche son bonus à la fin de l'année. Et encore, tu vois, j'ai ce sentiment qu'il y a quand je parle avec des amis entrepreneurs et quand je me renseigne sur cet environnement, notamment l'environnement start-up, j'ai de moins en moins l'impression qu'il y a cette envie de faire perdurer son entreprise sur les 20, 30 prochaines années, comme toi tu as pu le faire, hein, c'est beau, et je trouve que, je connais pas encore, j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui ont ton expérience, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui entreprennent dans une logique, dans une finalité de revendre leur entreprise d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans maximum, et de faire un exit et de récupérer, on va dire, une certaine somme. Est-ce qu'il y avait autant cette vision, quelles étaient les aspirations quand toi tu t'es lancé? Est-ce que tout le monde voulait faire une entreprise qui allait perdurer pendant 20-30 ans? Ou est-ce qu'il y avait quand même une part non négligeable des personnes, des entrepreneurs de l'époque qui disaient non, moi mon objectif c'est de monter, de faire une site, de faire une levée et de sortir au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans maximum et ensuite faire autre chose? Alors là, il me semble qu'il y a peut-être une distinction à faire entre... l'objectif pour l'entreprise, donc l'entrepreneur au service de l'entreprise ou l'entrepreneur sur le plan personnel. Si l'entrepreneur, encore une fois, perd la perception que son objectif stratégique prioritaire, c'est la pérennité de son entreprise... Est-ce que ça l'est vraiment? Il a beaucoup de chances d'échouer. C'est-à-dire, d'une certaine manière, en mettant la performance en premier par rapport à la vision, par rapport à la construction de son modèle, paradoxalement, il risque fort de se planter. C'est-à-dire que la performance, c'est toujours la résultante, en fait, d'une projection, d'une capacité à porter une vision, à la mettre en œuvre, et ensuite, c'est probablement un des contresens qu'on voit souvent et qui peut conduire à l'échec. C'est que si la performance est en facteur premier, avant même la capacité, encore une fois, à construire une vision, à la mettre en œuvre, et ensuite, au travers de cette articulation, d'observer que ça donne des résultats et ça génère de la performance, en inversant l'ordre des facteurs, paradoxalement, on crée des systèmes beaucoup plus fragiles et qui ont moins de valeur. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a de la valeur? C'est précisément la perception de l'extérieur, c'est qu'elle a un modèle solide, c'est qu'elle est pérenne. Donc, en mettant la pérennité en fait au cœur du projet, en fait, on crée beaucoup de valeur. On crée de la valeur sur la durée. Est-ce que dans ton discours, je pourrais remplacer performance par argent? Non, sûrement pas. Comment est-ce que tu distingues les deux? Sûrement pas, parce que précisément la performance, elle s'articule autour d'une infinité de paramètres. Il faut voir qu'une entreprise, en fait, c'est un système complexe. C'est un être vivant. C'est un être vivant. C'est-à-dire que ce qui fait la performance d'une entreprise, c'est précisément qu'on va créer un organisme qui va être harmonieux, qui va pouvoir se développer,
précisément parce qu'il va fonctionner en synergie ou parce que tout le monde fait bien son métier, l'ensemble va bien fonctionner. Donc, encore une fois, l'argent est un des paramètres, de la même manière que la comptabilité dit des choses sur l'entreprise, mais la performance d'une entreprise, son fonctionnement, ne saurait, et loin s'en faut, se réduire à une vision comptable de l'entreprise. Voilà, donc il faut toujours avoir la perception qu'une entreprise, c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble très complexe, avec, encore une fois, qui fonctionne avec, c'est une espèce de chimie qui fonctionne avec une infinité de paramètres. Donc, l'actionnaire ou la valeur de l'entreprise, qui d'ailleurs qui n'est pas son prix, est une des manières de rentrer dans ce système complexe. L'étude stratégique est une manière, l'organisation en est une autre manière, la stratégie en est une autre. Voilà, il y a une infinité de manières de regarder une entreprise, de l'analyser, mais au fond, à la fin, c'est cette synthèse, c'est cet ensemble qu'il faut être capable d'appréhender. Donc si l'aspiration initiale ne peut pas être l'argent, parce que par essence, si ta motivation initiale c'est l'argent, tu vas pas penser suffisamment à la pérennité du projet, et donc l'entreprise a de fortes chances de mourir. Quelles doivent être les aspirations initiales? Tu me parlais de liberté plutôt dans l'épisode. Quelles sont d'autres peut-être aspirations qu'on peut avoir? Je pense que le meilleur conseil que je pourrais, c'est que si votre aspiration principale c'est l'argent, rentrer dans le conseil ou dans la banque d'affaires. Il y a plus de sécurité de gagner de l'argent qu'on crée son entreprise sur un plan strictement statistique. Ok. Voilà, donc encore une fois, l'entrepreneur devient entrepreneur parce que c'est quelque chose d'important, voire d'indispensable pour lui. De vital. Voilà. C'est ça, le démarrage, c'est ça, c'est que c'est vital. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'étais pas devenu entrepreneur? Je pense que j'aurais pu survivre dans d'autres environnements, mais moins bien, quoi. Quel aurait été le plan B? J'avais pas de plan B, en fait. Non, j'avais pas de plan B. Je me suis pas posé la question en termes d'alternative. Et donc toi, vas-y, pardon. Et j'ai effectivement le souvenir que lorsque collectivement on a décidé de créer MBO, il y a eu un peu cette période où on quitte un environnement avec beaucoup de sécurité et on se lance en fait dans la création d'entreprise. C'est un moment extraordinairement réjouissant. Comment vous l'avez vécu? Comment est-ce que comment ça s'est passé? Précisément comme un moment où tout est inventé. C'est-à-dire qu'à la fois, nous on était 5 à créer cette entreprise, donc un moment d'une grande stimulation, un moment aussi où la création d'un projet avec un petit groupe d'associés, d'amis, la volonté de créer quelque chose était très très enthousiasmant, très exaltant. C'était des amis, vous étiez déjà amis depuis un moment? En fait, on n'est pas des amis devenus associés, on est des associés devenus amis. D'accord, et comment vous vous êtes rencontrés initialement? On s'est rencontrés dans l'entreprise précédente, en fait. Donc on avait construit notre track record au sein de l'entreprise précédente, et on a en fait créé MBO à la fois parce que ça répondait à une vision qu'on avait de l'évolution de notre métier, qui s'articulait autour d'entreprises indépendantes se confrontant à leur marché. Nous, notre marché de clients sont les grands gestionnaires d'épargne, les investisseurs ou les family office qui nous confient des capitaux pour déployer des stratégies d'investissement, construire des portefeuilles. Et puis parce qu'effectivement, on avait aussi cette volonté entrepreneuriale, on avait construit un bon track record au sein de l'entreprise précédente, donc on avait le sentiment qu'on pouvait se présenter sur le marché en ayant des chances de réussir. Et devenir entrepreneur, c'était aussi une manière de se rapprocher dans l'expérience des entrepreneurs avec lesquels on s'associe tous les jours dans le cadre de projets de MBO, de transmission d'entreprise. Donc c'était aussi se rapprocher existentiellement de ce que vivent les gens, et ce rapport à l'altérité, ce rapprochement existentiel était aussi une motivation très importante, en plus de notre aspiration personnelle, parce qu'on avait le sentiment que ça allait nous apporter quelque chose, une certaine manière de faire ce métier, professionnellement et personnellement. Et personnellement, exactement. Oui, c'est vrai qu'avoir cette double casquette d'entrepreneur, parce que vous avez fondé le cabinet, mais également investisseur, parce que vous trouvez des entreprises dans lesquelles investir et pour vos clients, ça vous permet de mieux les connaître, de mieux les comprendre,
Après, je veux dire, souvent, il faut se rapprocher au maximum de ses clients, mais c'était pas vos clients, les entrepreneurs. Alors, ce ne sont pas nos clients, ce sont nos associés. Effectivement, nos clients sont les investisseurs. Hein. Techniquement, nos clients sont les grands gestionnaires d'épargne ou effectivement les family office, investisseurs privés. Donc, ce sont des associés. Mais la manière d'entrer en relation avec eux, de les comprendre, de pouvoir nous associer, encore une fois, de construire des pactes stratégiques, des pactes d'associés avec les entrepreneurs, c'est une des clés de notre métier, quoi. Hein. Et ça fait quand même souvent la différence, parce que, au fond, bien sûr, quand on rentre dans un projet de reprise d'entreprise, il y a des considérations techniques, il y a des considérations de négociation, on est dans un environnement concurrentiel, mais au fond, la question qui se pose toujours, c'est quelle histoire on veut écrire ensemble, comment on s'associe, avec quels moyens on va le mettre en œuvre, quel rapport de confiance on tisse l'un avec l'autre, que va-t-on s'apporter l'un l'autre, pourquoi on s'associe. Et alors, chez MBO, vous avez commencé à 5 associés. Oui. Tu vois, moi je suis tout seul entre guillemets. Bon, je travaille avec des freelances, mais j'ai pas d'associés dans mes activités. Même avoir un associé où je me dis waouh, c'est un engagement, c'est presque un contrat de mariage, hein, un pacte d'associés. Alors avec 5, je veux pas imaginer. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver des accords, il y a sûrement eu des points de désaccord. Comment est-ce que vous vous êtes vous vous êtes entendu sur finalement la structuration de l'entreprise, les parts, est-ce que c'était 20% chacun, enfin comment est-ce que on crée une société à 5? Alors, j'allais dire, précisément, ça a peut-être assez bien marché au départ parce qu'on ne s'est pas posé ce type de questions. C'est-à-dire que la motivation de départ, c'était que ça marche, c'était qu'on avait envie de faire des choses ensemble. Et on ne s'est pas posé immédiatement la question de savoir comment on partageait tout ça, tant qu'on n'avait pas créé quoi que ce soit, quoi. Donc nous, on est parti sur des principes... finalement très, très, très simple, des principes très égalitaires, enfin très... mais vous aviez 20% chacun ou... Ouais, voilà, c'est ça. Mais peut-être que c'était une manière assez naïve de concevoir les choses. Mais au fond, le fait d'avoir mis en premier la volonté de créer cette entreprise, en fait, on était animé par le projet, c'est-à-dire qu'on voulait exprimer quelque chose sur notre environnement, sur notre marché, incarner un certain style, exprimer quelque chose, encore une fois, et créer une entreprise. Et c'était ça notre motivation première. Et encore une fois, il se trouve que ça a plutôt pas trop mal marché et que ensuite il a fallu structurer la gouvernance, les principes de décision et que mais ce qui nous a vraiment animé au départ, c'était cette volonté, encore une fois, d'entreprendre, de créer une entreprise, de créer notre propre histoire. Notre structure antérieure, par le jeu des fusions, des acquisitions, s'était retrouvée une filiale d'un grand groupe bancaire. Et je me souviens qu'on était allé voir les dirigeants de ce grand groupe pour leur dire précisément en fait que nous, ce qui marchait bien notre métier, c'était notre esprit d'indépendance, et que eux avaient besoin d'avoir des gens disciplinés, mais que précisément ce qui faisait que notre modèle fonctionnait bien, c'est qu'on était indépendant et qu'il y avait une incompatibilité entre leur volonté d'avoir des gens très disciplinés, un peu aux normes, et les conditions qui faisaient que notre entreprise fonctionnait. Parce que précisément, il faut développer son propre jugement, sa manière de voir les choses, son esprit d'indépendance, sa capacité à entrer en relation avec les autres, à les comprendre, son rapport à l'altérité, et non pas de se conformer à un modèle, et notamment à un modèle disciplinaire, qu'on comprend très bien dans une grande entreprise, mais qui est incompatible avec un modèle entrepreneurial. Avec un modèle entrepreneurial. Et aujourd'hui, avec le recul que tu as, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu ferais de différent au moment de la création de ton entreprise ? Peut-être que je la créerais plus tôt. Non, mais c'était pour moi une expérience extrêmement, encore une fois, extrêmement positive. J'ai d'ailleurs beaucoup de gratitude, reconnaissance pour les personnes avec lesquelles j'ai créé ça, parce que il y avait un mouvement collectif, quoi. Peut-être que tout seul, je ne l'aurais pas fait. Enfin, voilà. Donc, il y a eu aussi une espèce de mouvement d'entraînement qui
qui était Finalement, la naïveté avec laquelle vous êtes lancé là-dedans, ça a été ce qui a permis au projet de fleurir et de démarrer. Alors que si vous aviez cherché à apporter peut-être trop ou plus de structure et de rigueur, ça aurait été autant de freins qui auraient empêché le développement ou qui auraient ralenti le développement. Probablement. Et pour revenir sur les considérations plus économiques, nous étions auparavant des organisations où précisément ça marchait très bien. Et notre actionnaire était prêt à nous consentir beaucoup d'avantages économiques en contrepartie de cette allégeance d'une certaine manière. Et donc si nous avions recherché le confort, et en particulier le confort matériel, on serait resté dans notre organisation précédente, et c'était hyper confortable. Donc précisément, c'est pour revenir à nos propos antérieurs. L'argent ne pouvait pas être le moteur, parce que sinon vous seriez resté au même endroit. L'argent ne peut pas, enfin en tout cas le confort matériel, et j'associe bien les deux mots, ne peut pas être le moteur. Le moteur, il est d'un autre ordre. Alors il se trouve qu'effectivement, quand on est entrepreneur et que ça marche un peu, ça peut conduire à de la performance, et la performance peut conduire au fait de tirer les fruits de ce succès relatif. Ouais. Donc si j'ai bien compris, j'ai le sentiment qu'on a deux aspects à la motivation à devenir entrepreneur. C'est une motivation interne et une motivation externe. La motivation interne, ça va être l'envie de la recherche de liberté, pour certains en tout cas, et la motivation externe, ça va être avoir un impact sur un écosystème, un environnement, un marché. Exprimer quelque chose, oui, absolument. Quel était le message que vous vouliez porter justement sur ce marché à travers MBO+, ou MBO plutôt à l'époque? Alors nous, on est effectivement né avec cette conviction, et c'est une conviction qui a été largement confirmée par l'expérience, que au fond, dans des économies modernes comme les nôtres, derrière l'économie, les cycles, la production, l'entreprise, à la fin des fins, ce qui fait des grands succès, c'est quand même les individus et les hommes, les femmes exceptionnels, qui sont en fait à la source des parcours exceptionnels d'entreprise. Comment tu définis un homme et une femme exceptionnels ? C'est précisément quelqu'un qui a ce chromosome un peu de l'entrepreneur, c'est-à-dire qui est un inventeur, qui est quelqu'un qui combine à la fois une capacité de vision et une capacité d'exécution, une capacité de décision, donc qui réunit et qui a la volonté de prendre ça en charge, de prendre en charge une collectivité. Voilà, donc ce sont des tempéraments très particuliers qui souvent, c'est ce qu'on disait, renvoient à un besoin existentiel d'exprimer quelque chose. Voilà, donc quand je disais c'est des anti-bourgeois, c'est quand même le cas, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent bouleverser l'ordre établi, parce que si on veut servir l'ordre établi, on n'est pas entrepreneur, on ne crée pas une entreprise. Ouais, tout à fait. Et donc votre message, voilà. Donc au fond, notre métier, il part aussi de l'idée que on a vocation à détecter ces talents-là et à leur permettre de s'épanouir, leur permettre d'exprimer tout leur potentiel, en leur donnant bien sûr des moyens financiers, du capital, puisque ces gens-là par essence n'ont pas de capital au départ, et ensuite en créant les conditions, l'environnement, en mettant en place tout le réseau, toute l'infrastructure qui permet à ces entrepreneurs d'exprimer pleinement leur talent, d'emmener leur entreprise un cran plus loin, de faire d'un petit champion français un petit champion européen, d'un petit champion européen un petit champion mondial. Et donc de participer à ce développement de l'économie. En ce moment, par exemple, on parle des entreprises championnes parce qu'on veut faire émerger des ETI à l'allemande, etc. Donc il y a une étude qui est sortie, qui a identifié, je ne sais plus, 1000 ou 1200 entreprises qui ont un potentiel important, qui ont des trajectoires de croissance, avec également des politiques d'innovation intéressantes qui peuvent franchir des caps. Voilà, ces entreprises, elles recèlent tout un potentiel important. L'enjeu collectif, et qu'il faut exprimer de manière individuelle, c'est de permettre à ces entreprises de devenir des entreprises plus grosses, justement, de construire leur parcours sur la durée, d'innover, de structurer leur organisation, de mettre en place des gouvernances professionnelles, de réarmer en permanence
leur vision au travers d'une formalisation de leur stratégie, voilà, d'augmenter leur niveau d'ambition ou de réaliser leur potentiel, leur plein potentiel. C'est ce que j'allais dire. Donc, in fine, l'objectif, c'est d'accompagner ces entrepreneurs à mission, à réaliser leur potentiel initial, en fait. Exactement. Et ça, dans une perspective de long terme. Enfin, c'est là où, effectivement, ça rejoint aussi des considérations RSE, ESG, où tout ça arrive quand même relativement à converger. Comment est-ce que vous le prenez en compte, vous, ces considérations ESG, dans peut-être vos analyses d'entreprises qui pourraient potentiellement être des cibles pour vous? Alors, on les prend en compte de deux manières. Je dirais qu'on distingue, nous, des entreprises qui sont des apporteurs de solutions, en termes d'impact, on va dire, ou d'impact positif. Et puis, des entreprises qui ne sont pas nécessairement apporteurs de solutions, mais qu'on va emmener dans des trajectoires pour améliorer ou révéler leur potentiel d'impact. Voilà, donc on a développé un certain nombre de... Alors, ces considérations sont prises en compte dès l'origine de l'analyse et de l'étude des projets. Voilà, en développant des méthodologies, des bonnes pratiques sur ces sujets-là. Par exemple, c'est quoi les bonnes pratiques ? Alors, déjà, les bonnes pratiques, c'est de faire une analyse très, très systématique des enjeux RSE ou ESG dans l'entreprise. Donc, on a bien sûr, en amont aussi, des politiques d'exclusion. Il y a un certain nombre de métiers ou de secteurs dans lesquels nous n'investissons pas. Et ensuite, on va effectivement... définir si on est dans une entreprise entre guillemets à impact, ou des solution providers comme on dit, ou des entreprises qui sont en phase d'amélioration de leur impact, et mettre en place des plans d'action qui permettent de répondre à ces objectifs avec là aussi des outils d'évaluation, des outils de mesure et des plans d'action définis avec le management. Et c'est vous qui avez défini ces critères ESG, ou est-ce que vous utilisez des notations ESG définies par d'autres entreprises Alors on s'appuie sur effectivement tout un dispositif, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de normalisation et beaucoup de systèmes d'évaluation. Donc c'est vraiment la combinaison entre à la fois l'appui sur tous les apports extérieurs sur lesquels on peut travailler, et puis des analyses internes aussi. Donc on a, nous, dans notre équipe, 2 personnes qui sont entièrement dédiées à cette pratique-là, donc ce qui est beaucoup à l'échelle de notre équipe, avec des gens qui ont un très, très haut niveau d'expertise, très haut niveau d'expertise sur ce sujet, et qui sont totalement intégrés au processus d'investissement. Donc c'est pas une pratique qui vient se greffer de manière artificielle à la stratégie d'investissement, mais elle est totalement intégrée en fait à tout le processus d'investissement. Le point qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui on a quand même une très forte adhésion des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de convaincre les dirigeants qu'il faut engager des plans d'amélioration ESG. C'est aujourd'hui presque naturel, presque naturel et même chez les obligatoire. dirigeants. Voilà. Et donc la question que se posent les dirigeants, c'est de leur amener là aussi de la formalisation, de la professionnalisation sur ces sujets-là. Mais le travail de conviction, il a été fait, quoi. Donc, mais parce qu'un des soucis que j'avais avec notamment les notations ESG, typiquement MSCI, la société qui apporte notamment, qui fait beaucoup de choses, mais qui a notamment 60% de part de marché sur les ETF ESG et sur les notations ESG, c'est eux qui définissent énormément la notation des entreprises. En réalité, en creusant le sujet, je m'étais rendu compte que les notations ESG n'étaient pas un indicateur de l'impact de l'entreprise sur la société, mais de la capacité de l'entreprise à se protéger des risques ESG. Et ça, je pense que c'est mal compris ou, on va dire, peu connu du grand public. C'est que voilà, la notation ESG ne dit pas si cette entreprise est bénéfique pour l'écosystème, pour l'environnement, mais si cette entreprise s'est bien protégée, par exemple, de risques comme des inondations, comme des tremblements de terre, comme des catastrophes chimiques. En fait, l'ESG, c'est précisément l'articulation dans cette double dimension. C'est-à-dire la dimension de risque et la dimension d'impact, au fond.
je crois que c'est ce qu'on appelle la double matérialité, mais je ne suis pas un expert. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ESG, ça s'analyse au travers de l'analyse des risques et de l'impact financier que peut avoir son d'évolution sur l'entreprise, et puis au travers de l'impact positif que l'entreprise peut avoir sur la société en général. Voilà, et effectivement, le ESG doit s'aborder sur cette double dimension qui sont totalement complémentaires en fait. Est-ce qu'il y a 30 ans, c'était aussi des sujets, l'ESG, ou pas du tout ? Honnêtement, non. Déjà, le terme ESG, je crois, n'existait pas. Est-ce qu'il y avait... des considérations. Il y avait des considérations. Alors, environnementales, il y a 30 ans, honnêtement, beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Les considérations sociales, oui, parce que, au fond, dans le monde de la PME, de l'ETI, en fait, on est dans un environnement où la dimension sociale... Une entreprise qui marche bien, c'est une entreprise qui a un énorme impact social. C'est une entreprise qui crée des emplois. Qui crée des emplois, c'est une entreprise qui crée des bons emplois, c'est une entreprise où les gens sont bien payés, où les gens peuvent s'épanouir, exercer leur talent. C'est une entreprise qui... Nous, on a investi beaucoup dans les entreprises qui sont en région, qui ont un impact sur l'environnement local, leurs fournisseurs, leurs clients, les familles. Donc, une entreprise qui marche bien... Et voilà, nous, notre vocation, c'est d'investir dans une entreprise qui marche déjà bien et de leur permettre, encore une fois, de franchir des caps, de changer de division. C'est une entreprise qui a un impact social intrinsèquement très positif. C'est des entreprises c'est une observation qu'on peut faire dans nos entreprises. Les gens sont plutôt bien dans ces entreprises parce que ils ont le sentiment de participer et d'être acteurs d'un projet collectif, là aussi, où la question du sens ne se pose pas, parce qu'ils font bien leur métier, parce que ça fonctionne, parce qu'on les emmène dans un projet, parce qu'ils adhèrent à ce projet, parce que ça fait vivre des familles, parce qu'ils ont des parcours aussi de progrès dans ces entreprises. Donc c'est des entreprises qui sont intrinsèquement porteuses de beaucoup de sens pour les gens qui y travaillent et l'ensemble des parties prenantes autour. Donc cette dimension sociale, elle a toujours été très très présente. Comment est-ce que... ça me parle énormément ce dont tu me parles à l'instant sur justement le fait que quand tu es entrepreneur, tu fais vivre des familles. Et même aujourd'hui, vous, à travers MBO, vous financez des entreprises qui font vivre des familles. Moi, je l'ai vu avec mon père, que tu connais, qui est entrepreneur aussi, et qui avait une belle PME, qui faisait vivre des centaines de personnes. Moi, je le vois aussi comme une responsabilité, comme un stress aussi supplémentaire. Comment est-ce que toi, à titre personnel, tu l'as vécu, ce passage? Au début, vous étiez 5 associés, des copains, super, tout se passe bien, tout le monde est content. Puis à un moment, l'équipe grandit. À un moment, on recrute des gens. À un moment, on se dit que ces personnes, si l'entreprise ne marche pas, c'est pas juste toi, ton projet qui tombe à l'eau, c'est des familles entières qui potentiellement se retrouvent en difficulté financière. Comment est-ce que tu aborde cet aspect de responsabilité vis-à-vis de tes employés, vis-à-vis des dizaines, voire des centaines de personnes que tu fais vivre? Alors, centaines de personnes, mais effectivement, cette notion de responsabilité, elle est absolument essentielle. Je l'exprimerai en disant que quand tu diriges une entreprise, ta motivation, c'est que l'entreprise marche bien, parce que précisément le fait qu'elle marche bien, c'est-à-dire qu'elle se développe, que tu consolides sa pérennité, se fait au service aussi de l'organisation que tu as créée et des gens qui y travaillent. Donc c'est bien sûr au cœur du projet de l'entreprise. Et c'est une préoccupation absolument essentielle en tant que dirigeant d'entreprise. Et c'est pour ça que moi je suis assez fier en fait de ce qu'on fait, de travailler sur l'excellence de l'entreprise, j'allais dire sans démagogie, en essayant de réfléchir en permanence à qu'est-ce qui permet à une entreprise de bien marcher, qu'est-ce qui permet à une entreprise d'être pérenne, qu'est-ce qui permet à une entreprise de consolider son business, qu'est-ce qui permet à une entreprise de se développer. Parce qu'en faisant ça, bien sûr, on le met au service de la performance, mais on le met au service de la pérennité. Donc on le met au service des gens qui travaillent dans l'entreprise et des gens avec lesquels, avec l'ensemble des parties prenantes aussi qui
qui constituent l'entreprise. Et quels sont dans ce cas-là ces facteurs clés qui permettent à une entreprise de perdurer et de performer? Alors, je dirais que on retrouve pour moi les 3 piliers clés qui sont la stratégie. Enfin, la stratégie, c'est quand même l'activité à plus fort effet de levier dans l'entreprise. C'est avoir une bonne stratégie, une bonne compréhension de son terrain de jeu stratégique, de ses axes stratégiques prioritaires, une capacité à les revisiter, à se remettre en question. C'est le premier facteur de performance et de pérennité d'entreprise. Ça peut paraître un petit peu théorique comme ça, la stratégie. Comment est-ce que tu l'as concrètement Alors, tu as raison, c'est un peu théorique, mais au fond, ma conviction, c'est que c'est bien dans cette articulation entre une très grande capacité d'exécution et une capacité à conceptualiser ce qu'on fait, à penser ce qu'on fait, qu'on assure les meilleures conditions de performance d'une entreprise. Donc c'est une entreprise, c'est pas simplement être la tête dans le guidon et pas réfléchir à ce qu'on fait. C'est précisément trouver cette bonne articulation entre réfléchir à ce qu'on fait, réfléchir à son environnement, réfléchir à son marché, réfléchir à son offre, penser ce qu'on fait et le penser dans la durée, et ensuite créer les conditions en termes d'organisation, en termes d'exécution, en termes de décision d'investissement, qui permettent d'exécuter et de mettre en œuvre cette vision et ce plan stratégique. C'est le passage de la stratégie à la tactique. À l'exécution, qu'on va dire. Et puis, au milieu, le dirigeant, lui, il décide, il fait des choix, il anime, il manage. Donc ça, c'est évidemment très important. Et mais une entreprise ne saurait se résumer à la qualité de son exécution. Ouais. Besoin d'une stratégie... C'est absolument essentiel. Et au fond, les écarts se creusent quand même entre les entreprises, par la qualité de leur stratégie et la qualité de leurs dirigeants, mais les écarts se creusent de manière considérable en fait. Justement, j'allais te demander quelle est la part selon toi du temps qui doit être consacré à la stratégie et quel est le temps qui doit être consacré à l'exécution? La stratégie, c'est un temps qualitatif, je veux dire, plus que quantitatif. C'est-à-dire qu'au fond, déjà il faut avoir cette propension en fait, à le faire, à réfléchir à ce qu'on fait. Et encore une fois, oui, c'est ça, c'est-à-dire à mettre de la pensée, à mettre de la pensée dans ce qu'on fait. Et si on le fait bien, encore une fois, c'est une source de performance et de performance durable absolument considérable. Donc c'est pas tant le temps qu'on y passe que la disposition à le faire et la capacité à emmener l'équipe dans cette réflexion. Mais je pense que c'est très fructueux et ça creuse des écarts aussi très importants entre ce qu'ils font et qu'ils font pas. Et bien sûr après, l'entreprise c'est comme tu le dis, c'est ensuite créer les conditions d'exécution. Ça veut dire aussi se prendre des coups, ça veut dire affronter l'adversité, ça veut dire ne pas réussir toujours, ça veut dire, voilà, c'est ça aussi, quoi. C'est aussi énormément de courage, énormément de pugnacité, de capacité à affronter l'adversité, la concurrence, l'innovation. Enfin voilà, c'est être tout le temps en mouvement, tout le temps dans cette espèce de déséquilibre avant, qui tel un coureur de 100 mètres où permet d'avancer parce que t'es toujours dans cette espèce de déséquilibre qui te permet de continuer à avancer, à progresser. Mais typiquement, une mauvaise exécution, je pense qu'elle s'observe assez rapidement, on en voit vite les résultats, on voit quand ça se passe mal, je sais pas, on a loupé cet appel d'offres, on n'a pas envoyé à temps le dossier, ou on n'a pas rappelé tel client, ou bien le livrable n'a pas été de qualité. Enfin, l'exécution, on voit très vite quand c'est mal fait. La stratégie, j'ai plus de difficultés à mesurer la qualité d'une stratégie en amont, ou en tout cas même en aval. Je veux dire, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire la stratégie que je pense, ou en tout cas que j'ai définie pour mon entreprise, elle est bonne ou non? Alors, tu as raison, c'est-à-dire que
La stratégie, par définition, c'est une discipline qui s'apprécie plutôt sur la durée. Ceci étant, une mauvaise stratégie, bien exécutée, ça donne très vite de mauvais résultats quand même aussi. Hein. Donc, au fond, ce qui assure la performance, c'est une bonne stratégie, combinée à une bonne exécution. Donc, une exécution qui serait rigoureuse au service d'une mauvaise stratégie. C'est-à-dire, par exemple, d'une mauvaise analyse de ton marché ou de ton terrain de jeu stratégique. Si je te prends un exemple extrêmement trivial, si tu montes une entreprise où ton service est de faire du portage à domicile de produits très volumineux et que tu vends ça au même prix que le drive d'à côté, et que tu n'as pas compris que ton métier c'était d'apporter du service et que tu te compares au marché du drive, très vite tu vas pas gagner ta vie parce que finalement tu vas vendre un service complémentaire à un prix discounté. Donc ça va pas marcher. Parce que la réflexion en amont, la stratégie n'était pas bonne. Parce que tu n'as pas compris finalement quel était le service que tu as apporté, quoi. Et que tu t'es pas comparé au bon marché ou que tu t'es pas comparé au bon service. Voilà, donc je pense que c'est quand même une erreur assez commune de considérer que l'enjeu principal, c'est l'exécution. En fait, l'enjeu principal, c'est l'articulation entre une bonne stratégie et une bonne exécution. Parce que ça, on l'entend beaucoup. Je sais pas si toi, tu l'entends beaucoup, mais j'ai le sentiment qu'on dit souvent l'idée, c'est certes important, mais ce qui va te faire toute la différence, c'est l'exécution. Et qu'une idée moyenne, excellemment bien exécutée, apportera bien plus de résultats qu'une très bonne idée mal exécutée. Oui, parce qu'il y a une confusion entre l'idée et la stratégie, ça n'a rien à voir en fait. La stratégie, ça ne se résume pas à une idée. C'est d'ailleurs même pas, ça n'a pas grand-chose à voir en fond. Une entreprise, elle ne se crée pas sur une idée, elle se crée sur plein d'autres paramètres. Où s'agence l'idée alors dans ce cas-là ? Pour le créateur, l'idée c'est le concept. L'idée c'est le concept. L'idée c'est le début du fil que tu vas tirer pour commencer à construire ton envie et ta stratégie. Maintenant, tu auras remarqué dans les parcours d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises que le modèle qui est mis en œuvre a souvent un rapport assez lointain avec l'idée initiale. Ça c'est un point intéressant, ça. Parce que au fond, une entreprise, c'est pas une idée. C'est-à-dire que ça part d'une idée, au sens où intellectuellement, conceptuellement, on part d'une idée. Une étincelle, presque. Une étincelle, voilà. Donc c'est le catalyseur qui permet de se dire, tiens, je vais partir de là. Puis après, tu te confrontes au réel, après tu réfléchis, etc. Et au fond, ce que tu mets en œuvre, une idée, par définition, c'est un concept. Et une entreprise, tu ne vends pas des concepts. Une entreprise, tu vends un service, tu vends un produit, tu as un business model, un modèle d'exécution. Donc, ce n'est pas une idée, en fait. Mais vous, initialement, typiquement avec MBO, entre l'idée initiale, en tout cas ce que vous avez construit il y a quelques années maintenant, et ce que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'il y a un grand delta ? C'est-à-dire que nous, on s'est un peu réinventé en permanence, quoi. Donc, à la fois, il y a un fil rouge, les investisseurs, on a des clients investisseurs qui nous confient des capitaux, on construit des portefeuilles dans le monde de la PME. Le modèle est similaire. Donc les principes généraux sont similaires, mais la manière de le mettre en œuvre a énormément évolué. D'abord parce que l'économie a beaucoup évolué, parce que même le team d'entrepreneurs avec lequel on s'associe a beaucoup évolué. Il y a 20 ans ou 25 ans, on s'associait plutôt avec des entrepreneurs qui étaient très expérimentés, qui étaient des gens rassurants, voilà, dont la mission était d'entretenir, de bien gérer un modèle établi. Aujourd'hui, on s'associe avec des entrepreneurs beaucoup plus jeunes, beaucoup plus axés sur le développement, beaucoup plus axés sur l'innovation. Et pourquoi ce shift ? Parce que les besoins de l'économie ont beaucoup évolué. C'est que, d'abord... C'est une demande, donc tu sens que c'est une demande de la part de tes clients d'avoir des entrepreneurs plus jeunes, plus innovants que des entreprises plus établies ? Non, c'est plutôt que
la perception qu'on a de ce qu'est une entreprise à fort potentiel a probablement un peu évolué. C'est-à-dire que voilà, c'est une entreprise plus innovante, c'est une entreprise souvent plus jeune. Et nous, on va intervenir en fait à un stade où une entreprise a développé des bonnes bases et elle va vouloir franchir un cap. C'est-à-dire elle va rentrer dans une phase où elle va devoir là aussi formaliser sa stratégie, peut-être vouloir aller à l'international, renforcer son organisation, faire des acquisitions. Et donc là, nous, on va jouer un rôle clé pour permettre à son entreprise, encore une fois, de changer de division. Voilà, donc on investit, nous, dans des entreprises qui sont plus risquées aussi. Non, mais qui sont plus jeunes. C'est souvent des entreprises qui ont été créées il y a moins de 20 ans, quoi. Ou alors ça va être Ce qui est déjà pas mal, quand même. Oui, oui, mais c'est pas des entreprises centenaires, tu vois. Il y a de magnifiques entreprises centenaires, hein, mais l'approche est très différente. Oui, alors, enfin, l'approche n'est pas nécessairement différente parce qu'il y a beaucoup d'entreprises effectivement anciennes qui ont parfaitement réussi à se régénérer, à se développer, à poursuivre leur parcours et à rester d'une certaine manière des entreprises jeunes. Mais depuis 20 ou 30 ans, on bénéficie également quand même d'un formidable élan entrepreneurial. Il y a eu beaucoup de création d'entreprises. Comment t'expliques cet élan entrepreneurial ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que il y a eu une libération d'énergie. Je ne sais pas si être entrepreneur, c'est devenu, en tout cas, dans le parcours de beaucoup de jeunes, parmi les options possibles, en tout cas considérées, avec le fait de rentrer dans l'administration, le fait de rentrer dans une grande entreprise, le fait de rentrer dans le conseil ou dans la finance, le fait de devenir expert comptable, être entrepreneur, c'est considéré. Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, en tout cas, quand on faisait des études supérieures, c'était presque pas considéré. Presque pas considéré. Donc, il y a eu à la fois cette ouverture, cette libération d'énergie. Puis il y a quand même beaucoup de capitaux qui ont financé l'innovation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la place du digital qui a peut-être permis de lancer plus facilement des entreprises, de se renseigner aussi sur le sujet? C'était peut-être difficile aussi de se renseigner dessus si on n'était pas dans un environnement entrepreneurial initialement. Tu as tout à fait raison, c'est que même si il y a beaucoup de capital qui va vers l'innovation, au fond, monter une entreprise digitale, pas besoin de beaucoup de capital, quoi. Si on monte une entreprise de logiciels, une entreprise un SaaS, en fait, il faut beaucoup moins de capital que pour monter une entreprise industrielle avec du CAPEX, etc. Donc, en fait, la barrière à l'entrée financière, elle a plutôt baissé. Alors, après, pour développer une entreprise, si on est effectivement dans la technologie, dans le SaaS, et qu'on crée une entreprise mondiale, aller s'implanter aux États-Unis, là, il faut des capitaux, mais fondamentalement, la barrière à l'entrée financière, elle est plutôt assez faible. On peut démarrer une entreprise quasiment avec rien. Donc il y a un peu eu cet effet ciseau entre la barrière à l'entrée au niveau du besoin de financement s'est abaissé, et en plus, l'accès au financement s'est facilité. Ah oui, considérablement facilité, oui. Alors là, on a peut-être un petit trou d'air sur le financement des entreprises innovantes et le financement des startups. Mais globalement, quand on regarde quand même les chiffres en France, c'est à peu près quand même une vingtaine de milliards qui investit tous les ans, en dehors des fonds d'infrastructure. Je parle uniquement du capital investissement. Ça a probablement triplé en 20 ans, quoi. Enfin, donc il y a quand même beaucoup plus d'argent qui va vers les entrepreneurs, les entreprises, le développement et l'innovation. Là-dessus, il y a eu quand même des... Ça, tu parles des capitaux qui sont arrivés dans cet écosystème, c'est ça? Qui arrivent tous les ans, ouais. Et qui sont levés auprès d'investisseurs. Donc c'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Oui, alors non, mais sans être trop... Les chiffres demanderaient à être vérifiés, mais oui, c'est probablement de cet ordre-là. Et est-ce que finalement, il n'y a pas... donc 3 fois plus de capitaux qui rentrent, mais si jamais il y a 30 fois plus de personnes qui se lancent, in fine, il y a moins de capitaux par personne qui se lance? Oui, mais enfin, au final, tu apportes quand même 3 fois plus de capitaux dans l'économie, dans la création, dans les entreprises, dans les PME. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est pas plus difficile de sortir du lot et d'être l'entrepreneur qui, demain, va attirer les regards et les capitaux? Alors, c'est très difficile de sortir du lot, mais
ça a toujours été très difficile. C'est-à-dire que devenir entrepreneur, c'est entrer dans un monde qui est un monde très très sélectif, très discriminant et très darwinien. Mais ça, chaque entrepreneur le sait. Et encore une fois, le risque de l'échec fait partie de l'expérience même de l'entrepreneur. Mais il y a beaucoup de monde qui sont très compétitifs. Si tu rentres dans le monde artistique, si tu es musicien, si tu es acteur, c'est un monde aussi ultra compétitif et très difficile. Donc être entrepreneur, oui, c'est un monde très compétitif. Tu compares pas mal les entrepreneurs à des artistes ? Oui, parce que c'est des espèces d'artistes, en fait. C'est des artistes de l'économie. C'est effectivement, il y a... Moi, je compare souvent notre métier d'investisseur à un métier d'éditeur. C'est-à-dire qu'un éditeur, en fait, trouver les talents. Il trouve un talent, il trouve Voilà, il ne se substitue pas à l'artiste, mais il permet à l'artiste de construire son œuvre. Bien sûr, en lui apportant du financement, mais pas que. En lui apportant aussi de l'accompagnement, de la réflexion sur comment produire et développer son œuvre. Finalement, le métier du capital investissement, c'est un peu un peu à l'entrepreneur ce que l'éditeur est à l'écrivain. Il y a pas mal de points communs, finalement, entre le point commun, il est dans encore une fois, dans ce besoin existentiel qu'on évoquait au tout début de notre entretien. Voilà, parce que les gens deviennent entrepreneurs parce que c'est important pour eux, quoi. Quels ont été les critères, ou quels sont encore aujourd'hui peut-être les critères pour justement identifier les pépites de demain, les entrepreneurs avec lesquels vous avez particulièrement envie de travailler? Quels sont les critères que vous regardez? Financiers, extra-financiers, les dirigeants? Comment est-ce que vous différenciez finalement un entrepreneur lambda d'un entrepreneur que vous voulez particulièrement accompagner? C'est un exercice très difficile puisque ça... multifactoriel. Oui, c'est bien sûr multifactoriel. Alors, nous, on investit entre guillemets dans des bonnes entreprises. Donc, c'est des entreprises qui, déjà au départ, ont des bonnes stratégies et sont bien dirigées. Donc, la question qu'on se pose quand on est investisseur comme nous, c'est pas tant est-ce que c'est une bonne entreprise, parce que ça, d'une certaine manière, on peut l'objectiver. C'est quel parcours on va faire avec l'entreprise. Parce que nous sommes en fait des investisseurs qui devons amener une entreprise d'un point à un point B, et l'emmener d'un point à un point B, ça veut dire qu'au point B, on a construit aussi l'histoire de croissance pour la suite. Donc finalement, une entreprise qui marche déjà très très bien. Qui marche bien. Vous pourriez vous dire, en fait, on ne peut pas forcément l'emmener à un point B qui est particulièrement intéressant pour nos clients. Donc toute la question, c'est la trajectoire. Donc c'est la dérivée qui compte. Voilà. Donc nous, on a quand même un certain nombre de critères d'évaluation qui permettent déjà de... C'est quoi? C'est la trésorerie, c'est le cash flow, c'est la dette, c'est le CA, c'est quoi? Le CA par employé? Encore une fois, c'est toute une série de critères, quantitatifs et qualitatifs qui permettent déjà donc des considérations aussi sur le métier, sur le secteur, sur la croissance de l'entreprise, sur la qualité de l'équipe dirigeante, sa vision stratégique. Voilà, ça, c'est très qualitatif pour évaluer la vision d'un entrepreneur ou d'une équipe dirigeante. Bien sûr, alors c'est un métier qui comporte une grande part de jugement. C'est derrière les analyses qu'on peut faire. Après, sur la dimension de la qualité d'équipe dirigeante, il est vrai que si on fait une observation très basique et qu'on se dit, si je regarde deux entreprises du même secteur, l'une avec un très bon dirigeant, l'autre avec un dirigeant plus moyen, celle avec un très bon dirigeant, elle va mieux marcher. Si je prends une entreprise qui marche moyennement, que je remplace un dirigeant moyen par un bon dirigeant, très vite, elle va mieux marcher. Donc ça, c'est une observation un peu élémentaire, mais qui renvoie au fait que si vous posez la question à des investisseurs, encore une fois dans le small cap, dans les entreprises, de savoir quels sont les premiers facteurs clés de succès, on va vous dire 1, le dirigeant, 2, le dirigeant, 3, le dirigeant. Ok. C'est ça qui va être mis au cœur de la qualité de la performance. Et donc, nous, on a, par exemple, chez MBO, développé des outils d'analyse des organisations, alors qui ne
sont pas toute notre analyse n'est pas réductible à ces outils, mais enfin, les sciences humaines, depuis 20 ans, 30 ans, mettent à notre disposition des outils d'évaluation, des outils d'analyse des organisations qu'on utilise nous aussi de manière très systématique. Et donc ce que vous évaluez chez le dirigeant, ça va être quoi, son expérience, je suppose, ça va être peut-être ses résultats précédents s'il en a eu. C'est beaucoup la qualité de son organisation, c'est-à-dire l'alignement de son système de management aussi. Donc bien sûr et l'alignement de son système de management avec son projet. Enfin voilà, donc est-ce que son organisation est complète, est-ce que les talents sont bien est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, est-ce que les talents sont bien évalués et bien valorisés, est-ce qu'il y a un système cohérent de gouvernance, de management, de décision, est-ce que on est dans un système mobile, un système qui est tourné vers la performance, qui est tourné vers le... Voilà, et ça se... bien sûr, ça s'évalue par beaucoup d'échanges, beaucoup de temps passé avec les équipes de management, mais on met en place aussi des outils analytiques qui permettent de conforter ces analyses plus qualitatives. Combien de temps ça prend pour évaluer finalement une entreprise, un dirigeant, et vous faire un avis ? En fait, il y a un parcours qui est en plusieurs temps. C'est-à-dire que il faut savoir que le plus souvent, les investissements s'intègrent dans le cadre de processus compétitifs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une banque d'affaires au milieu donc qui va contraindre le temps et l'accès au management, le capital analyse. Donc, un des enjeux pour nous, investisseurs, c'est d'avoir une connaissance suffisamment en amont des secteurs, des entreprises, voire même des dirigeants, pour, lorsque nous arrivons dans cette phase où... être efficace. Voilà, on peut à la fois avoir construit un début de jugement, d'appréciation sur l'entreprise, son dirigeant, idéalement construit déjà une relation avec le dirigeant ou avec l'équipe dirigeante, pour arriver lancé et avec les meilleures chances de faire la bonne analyse et d'avoir une chance de gagner dans ce processus. C'est très difficile d'arriver dans un processus compétitif en n'ayant aucune connaissance ni sur le secteur, ni sur l'entreprise, ni sur le dirigeant peut-être, ni établi la moindre relation avec le dirigeant. Ça, c'est assez compliqué. Donc il y a tout un travail en amont et on travaille tous les jours pour comprendre des secteurs, comprendre des entreprises, rencontrer des dirigeants. Et donc entre l'entrée en relation et, j'exagère, la signature du deal. On parle de 3 mois, on parle de 3 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous qui intervenons dans des opérations dites primaires, c'est-à-dire nous très souvent on investit dans des entreprises qui n'ont jamais eu d'investisseur à leur capital. Okay. Le fait d'être très ancien sur ce marché et d'avoir vu beaucoup de choses fait que très souvent on va investir dans des entreprises qu'on a pu rencontrer à un moment ou à un autre, des dirigeants qu'on a pu connaître. Voilà, par la force des choses, par le hasard. Un peu par la force des choses, par le fait qu'on est actif dans cet environnement, qu'on est proactif, que notre métier, c'est aussi de connaître des entrepreneurs, de connaître des entreprises, de connaître des secteurs, de se poser des questions. Et d'avoir aussi travaillé en amont sur des thèses d'investissement, c'est-à-dire quels sont des modèles de création de valeur qu'on peut mettre en œuvre dans telle ou telle circonstance. Donc il y a un travail de veille, quoi. Donc il y a un travail de veille qui est extrêmement important. Voilà, mais on va dire qu'un processus d'investissement, ça peut durer environ 6 mois entre le moment où on a la première information qu'une entreprise recherche des capitaux, et puis la réalisation de l'opération, la réalisation effective de l'opération. Alors en ce moment, le marché est un tout petit peu plus chahuté. Tu peux expliquer pourquoi ? Oui, on peut expliquer pourquoi. Il y a eu finalement plusieurs discontinuités, plusieurs ruptures. Bon, la rupture ou la discontinuité la plus forte, ça a été le choc, le krach obligataire, donc qui est de fin 2022, la très forte hausse des taux d'intérêt, qui a quand même... on sait que dans les métiers de la finance et de l'investissement,
Il y a une corrélation très directe avec le niveau Contraction de de l'intérêt. l'économie derrière. Voilà, contraction de l'économie. Après une phase d'expansion très forte, et en particulier alors depuis plus de 10 ans, qui a accompagné aussi la baisse continue des taux, donc une rupture à ce moment-là. Il y a eu aussi l'effet Covid avec l'euphorie qui a suivi la période des confinements, où beaucoup d'activités ont été très très gonflées par le Covid. Alors, on pense à l'e-commerce, on pense tout le secteur du digital en ligne. Le digital en ligne, mais certains secteurs dans la santé, etc. Donc il y a eu aussi un effet un peu de bulle qui s'est construit après le Covid et qui est retombé en fait aussi après le Covid. Donc les taux d'intérêt, bien sûr la situation géopolitique a créé pas mal de stress, et ça a créé en fait des ruptures un peu dans le marché. C'est-à-dire finalement après une période où tout le monde se situait dans une forme de linéarité, de continuité et d'euphorie, ça a cassé en fait cette dynamique, et on est dans cette période où le marché cherche ses repères, ses nouveaux repères. Alors, bien sûr le financement, bien sûr les taux d'intérêt, mais aussi à construire une vision de l'avenir qui permet de retrouver des socles pour construire ces thèses d'investissement, éventuellement ajuster les valorisations, parce que c'est aussi des périodes où les valorisations s'étaient emballées, donc doivent être réajustées. Dans un environnement où il y a encore beaucoup de liquidités, donc ce réajustement, il y a aussi des phénomènes qui vont dans le sens inverse, qui a encore beaucoup de capitaux à investir. C'est un peu un nettoyage du marché finalement. Voilà, donc on est dans des phases qu'on a connues. Moi, ça fait, comme tu l'as souligné, ça fait très longtemps que je suis sur ce marché, donc des cycles, j'en ai connu beaucoup. Et finalement, on a des cycles économiques classiques, combinés aussi à des cycles, à des évolutions plus structurelles. Donc, on parle d'intelligence artificielle, on parle de l'ESG. Donc là aussi, la perception des business, la manière de projeter les activités, elle est aussi différentes, nouvelles, bouleversée, ou en tout cas modifiée par l'émergence de l'intelligence artificielle, qui était beaucoup plus rapide que ce qu'on a imaginé. Quel impact ça a sur les business models, quel impact ça a sur la productivité, donc il y a à la fois un cycle conjoncturel classique, donc on est dans un cycle qui a été un peu moins creux que ce qu'on pouvait craindre, et puis une nécessité aussi de repenser l'avenir à l'aune des évolutions, ou voire des révolutions qui sont en cours, notamment sur le plan technologique, et aussi d'impact, d'environnement, etc. Est-ce que vous prenez en compte, justement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, est-ce que vous le prenez en compte dans votre processus d'analyse d'entreprise, et si oui, comment ? Dans le sens où, si je fais le parallèle avec, que tu as également connu, début des années 2000, la bulle Internet, moi j'avais lu qu'à l'époque, il suffisait d'avoir .com dans son prénom, enfin dans le nom de son entreprise, pour avoir des valorisations qui augmentaient de en moyenne 72%. Je me suis dit, en fait, c'est la martingale. Donc, est-ce qu'il y a un peu ce phénomène où tu vois des similitudes avec l'avènement d'Internet par rapport à l'intelligence artificielle ? Oui, bien sûr, il y a des points communs. En particulier, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un engouement, je dirais démultiplié, parce que quand on regarde effectivement les capitaux qui vont sur l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'on a pu connaître au début des années 2000, avec une forme d'emballement. Sur lequel il faut porter un regard finalement nuancé. C'est-à-dire qu'il y a à la fin un emballement, mais comme il y a pu avoir un emballement à chaque révolution industrielle. Le soufflet est retombé finalement après. Le soufflet est retombé, mais finalement, une fois le soufflet retombé, a émergé de cette période-là aussi des champions. Donc des entreprises qui ont connu des entreprises nouvelles qui ont connu des parcours absolument incroyables. Donc finalement ce phénomène de sélection, comme ça va se produire sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui il y a beaucoup de capitaux qui vont sur l'intelligence artificielle, la plupart des entreprises ne vont pas trouver leur modèle, mais de ces entreprises va émerger, je dirais évidemment tout le monde parle de ChatGPT, de OpenAI ou Mistral. Mais OpenAI fait déjà 2 milliards de revenus récurrents, donc c'est déjà une entreprise qui
pas une chimère, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà, donc de ce nuage va sortir nécessairement des entreprises qui vont avoir des parcours exceptionnels et qui vont bouleverser le paysage. Est-ce que ce sera une myriade d'entreprises qui chacune va retrouver leur modèle, ou est-ce que, à l'image de ce qu'on a connu au début des années 2000, ce seront quelques champions qui vont se construire des rentes de situation et des positions quasi monopolistiques? C'est impossible à dire. Donc, donc pour les entreprises, pour nos entreprises qui sont pas directement des entreprises innovantes, des startups dans cet univers-là, bien sûr qu'on doit avoir intégrer totalement ces dimensions dans nos réflexions. Voilà, avec l'humilité et la distance qui permet de pas raisonner sur des a priori, sur des jugements tout faits, voilà. Et là encore, on est beaucoup dans la capacité, dans l'évaluation de la capacité des dirigeants à avoir la bonne vision, l'agilité, s'adapter, prendre les bonnes initiatives. Nous, ce qu'on observe, c'est que de manière très concrète, l'intelligence artificielle peut déjà être utilisée comme outil de productivité formidable dans certains process de l'entreprise. Ça peut être process commerciaux, ça peut être de vente, ça peut être des process internes à l'entreprise. Donc il y a déjà des cas d'application, nous, qu'on met en œuvre dans certaines entreprises. Donc là, on a des éléments de productivité, parce que finalement, l'IA, ça touche beaucoup de segments. Ça peut toucher les business models, ça peut être des éléments de productivité, ça peut être... Enfin voilà, il y a évidemment beaucoup de cas d'application, beaucoup de cas d'application et beaucoup d'impact potentiel sur les entreprises, que ce soit sur le cœur de leur modèle économique ou sur des éléments qui renvoient plus à la productivité de leur organisation. Vous, c'est ce que vous analysez, c'est quand vous regardez l'utilisation de l'emploi qu'en fait une entreprise, c'est vis-à-vis de l'impact sur son business model et ou sa productivité. Oui, fondamentalement oui. Fondamentalement oui. Sachant que voilà, la messe est loin d'être dite. Hein, donc, Et vous, dans l'entreprise en interne, vous utilisez un petit peu ces... Alors nous, on a pas mal de réflexions et de chantiers qui sont ouverts sur ces sujets-là. Parce que ce soit dans l'origination, que ce soit... Nous, on manipule beaucoup de données, hein, donc on a aussi beaucoup de données, même historiques. On est sur des marchés sur lesquels il y a beaucoup de data, et donc potentiellement l'intelligence artificielle peut être utilisée de manière assez utile dans la production de documents, dans la production de reporting pour nos investisseurs, dans l'origination et dans l'identification des opportunités. Il y a probablement beaucoup de domaines sur lesquels l'IA peut être très efficace. Voilà, il s'agit là aussi de choisir ses combats, de le faire intelligemment. Mais oui, c'est des chantiers. On est dans des métiers où il faut forcer un peu notre nature pour investir, pour être innovant, pour se digitaliser. Alors il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits depuis quelques années dans la digitalisation de tous nos process. Et chez MBO, on a pas mal progressé, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et justement, quand j'imaginais que certaines entreprises peuvent intégrer de l'IA ou pseudo-intégrer de l'IA dans une logique de valorisation de la société, et aussi dans une logique peut-être derrière d'exit, on en vient un petit peu à ce sujet. Comment est-ce qu'aujourd'hui des entrepreneurs ou des associés ou un entrepreneur seul qui réfléchit à l'après, comment aborder ce sujet? Comment est-ce que vous accompagnez justement peut-être ces entreprises-là? Quel est le chemin de pensée qui se déroule entre le moment où l'entrepreneur se dit « Bon, maintenant je voudrais peut-être passer à autre chose, soit pour une retraite, soit pour une autre activité professionnelle », et la concrétisation de ce passage à autre chose? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est nous qui contactons des fonds de private equity? C'est eux qui nous contactent? Comment est-ce qu'on aborde le sujet de la valorisation de son entreprise? Le plus souvent, c'est quand même l'entrepreneur qui construit son projet et qui, lui, contacte des investisseurs. Alors qu'il le contacte directement. Alors, encore une fois, il faut distinguer le monde de l'innovation, le monde de la start-up, du monde du MBO qui sont organisés assez différemment.
Dans le monde de l'innovation et de la start-up, bon, c'est un monde extrêmement foisonnant, où, mais finalement, il y a quand même aussi des instances, des organisations qui permettent de détecter ou d'accompagner des projets. Enfin, voilà, donc, soit la BPI, Station F, enfin, bon, il y a... ça, c'est dans la phase de croissance, de développement, ça. Voilà, où cette communauté peut se retrouver, les projets émerger, et qui peuvent aussi donner de la visibilité aux entrepreneurs, aux entreprises pour, à un moment donné, lever des capitaux. Alors, très souvent, dans le monde de l'innovation, d'ailleurs, les premières levées de fonds en seed se font souvent auprès d'investisseurs, de business angels, quoi, d'investisseurs personnes physiques, et puis après, on peut lever des fonds on peut lever de capitaux auprès de fonds de capital risque structurés. Voilà, donc, je veux dire, l'entrepreneur, en fait, il va avoir un investisseur avec un projet qui est déjà un peu structuré, avec une idée, avec une demande qui est un peu structurée. C'est quoi les types de demandes? Parce que moi, j'imagine demain, mon entreprise se passe bien, mon activité se porte bien, et j'ai envie de passer à autre chose, mais je sais quel est le pont, finalement? Le pont, c'est en fait, tu vas chercher des capitaux pour financer un développement. Donc, soit tu as un projet de développement qui nécessite des capitaux et tu vas rencontrer des investisseurs pour essayer de les convaincre d'investir dans ta entreprise pour franchir un cap, financer ton développement. Soit tu es dans une démarche de transmission de ton entreprise, et auquel cas, c'est une logique différente. Tu cherches un repreneur qui peut être accompagné par un fonds d'investissement, auquel cas voilà, tu vas structurer une démarche, le plus souvent d'ailleurs je pense en te faisant conseiller, en prenant une boutique de M&A qui va prendre en charge ta demande et puis interroger le marché pour essayer de trouver une solution. Le monde du financement de start-up fonctionne très très différemment, parce que lui, en fait, dans le financement de l'innovation, ce qui va distinguer les acteurs entre eux, c'est la capacité à attirer les meilleurs entrepreneurs. Donc, eux, il faut qu'ils aient de la visibilité, qu'ils soient perçus comme des fonds qui accompagnent les meilleurs projets. Voilà, donc là, il faut être un peu leader d'opinion, il faut avoir de la visibilité. Voilà, il y en a quelques-uns qui font ça très bien. Et ce qu'on observe, c'est que les meilleurs projets ou les meilleurs entrepreneurs vont souvent aller spontanément vers les meilleurs fonds, quoi. Enfin, et que ça crée une espèce de sélection naturelle. Darwinien encore. Assez darwinienne. Dans le monde du capital investissement plus classique, aujourd'hui c'est un marché très très organisé. Alors il y a beaucoup de banques d'affaires avec certaines qui ont pris des positions sur le marché importantes, qui vont drainer une partie du marché. Encore une fois, comme je disais, la grande majorité des processus aujourd'hui sont des processus organisés, compétitifs, plus ou moins compétitifs, mais souvent organisés. Et donc, ce qui est important pour des... Compétitif dans le sens, tu veux dire, où on va avoir plusieurs fonds, et ensuite on voit quel est le fonds qui nous propose le meilleur deal. Voilà, exactement. Exactement. Donc, on va créer un processus de compétition où le prix n'est pas toujours le critère premier, même si ça l'est souvent. C'est quoi, sinon c'est le fit? Ouais, c'est la perception, la perception que peut avoir le dirigeant comme le fonds, que en fait on est des bons associés, et que ou le bon actionnaire, et que en fait on est le bon actionnaire pour permettre à l'entreprise, à l'entrepreneur d'exprimer au mieux ce qu'il a envie d'exprimer, le potentiel de son entreprise, qui a la meilleure lecture et la meilleure capacité d'accompagnement. Et c'est pas toujours finalement la valorisation ou le montant du deal qui va être le critère numéro 1? Non, parce qu'en fait on construit une histoire. Donc alors on peut dire que finalement celui qui a la meilleure histoire d'actionnaire, normalement il doit offrir le meilleur prix, puisque c'est lui qui doit offrir les plus belles perspectives. Les plus belles perspectives, et donc il y a quand même une certaine corrélation entre la vision qu'on a positive des perspectives d'entreprise et le prix qu'on peut offrir. Il y a quand même un lien, mais du point de vue du dirigeant, une valorisation plus élevée, c'est aussi plus de pression sur lui.
Donc c'est quand même une équation, c'est une équation qui est un peu subtile. Quelles ont été peut-être finalement, pour terminer un petit peu notre échange, les meilleures décisions entrepreneuriales que tu as pu prendre, que ce soit à titre personnel ou pour peut-être avec d'autres entrepreneurs autour de toi, quelles ont été les meilleures décisions que tu as pu prendre dans ton expérience et quelles ont été peut-être les erreurs les plus importantes, en tout cas celles qui t'ont apporté le plus de leçons, les leçons les plus importantes? Les leçons, c'est... Où tu te dis, si j'avais su ça 20 ans, 30 ans plus tôt, j'aurais peut-être fait les choses différemment, ou voilà. Je crois vraiment que ce ne sont pas les leçons ou les procès qu'on intente dans le confort de l'après-coup qui... Non, sans chercher à faire de procès. Mais au contraire. Ce que tu aimerais transmettre et dire au Eric d'il y a 20 ans Non, mais c'est encore une fois, c'est d'abord faire confiance à ce qui... Quand on est porté par un élan, quoi, enfin, d'une certaine manière. C'est-à-dire... alors effectivement, il faut avoir un peu confiance dans l'avenir, mais il faut aussi avoir confiance dans les autres. Donc on est finalement dans ce dialogue entre la performance, la connivence, le projet. Donc ça c'est important. Non, les enseignements, c'est que plus on avance, moins on a de certitude, d'une certaine manière. C'est-à-dire que même quand on a réussi... C'est paradoxal, ça. Quand on a réussi 2-3 choses, en fait, dans ce métier du capital investissement, à la fois, on peut être satisfait des quelques belles histoires, il y en a beaucoup qu'on a pu accompagner, mais on mesure aussi l'ampleur des choses qu'on a ratées, des entrepreneurs, des talents qu'on n'a pas identifiés, des bons deals qu'on n'a pas faits. Voilà, donc c'est aussi le propre de la vie, c'est que en fait, plus on avance, plus on voit la mesure de tout ce qui nous reste à apprendre, de toutes les occasions qu'on a réussi à attraper, de toutes les occasions qu'on a pu rater aussi, qu'on a pu louper. Et c'est aussi un formidable message de confiance dans la mesure où tout reste à construire d'une certaine manière, tout reste à inventer. C'est-à-dire qu'on est très très loin d'avoir... et moi, quand je projette mon entreprise ou quand j'en parle à mes associés, ce qui est très enthousiasmant, c'est que même dans ce métier qui a une certaine maturité, il y a un nombre de choses incroyables à améliorer. Il y a plein de choses qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a encore un champ d'investigation, un champ d'initiative et un champ de progrès dans nos pratiques qui est absolument considérable. Donc, les meilleures décisions, c'est celles qui permettent de se remettre en question en permanence, de réfléchir de permettre de se projeter dans l'avenir, d'améliorer sa manière de faire le métier. Donc à la fois de se reposer, enfin de construire l'avenir en s'appuyant sur les socles qu'on a pu construire, les repères qu'on a pu identifier, et en même temps dans une logique de réinvention toujours de la suite, quoi. Donc c'est pas se reposer sur ses lauriers, mais voilà. Donc nous on a depuis 20 ans investi dans 130 ou un peu plus entreprises. C'est à chaque fois des histoires d'hommes incroyables. Enfin, c'est souvent des entreprises qui ont des parcours exceptionnels, que d'ailleurs personne ne connaît, parce que c'est des entreprises qui sont totalement inconnues pas suffisamment grandes pour... Voilà, oui, ou grandes ou pas grandes, mais en fait, ça, c'est des histoires d'entreprise, voilà, c'est des parcours incroyables, c'est encore une fois, comme on le disait, c'est des entreprises qui se développent, qui font vivre des gens, qui ont beaucoup d'impact. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et c'est une richesse sur le plan humain absolument exceptionnelle. Et si je devais le refaire à l'aune de l'expérience que j'ai acquise, il y a beaucoup de choses que je ferais différemment. Si tu devais en choisir une, sans forcément faire différemment, mais en tout cas, la leçon que tu aimerais te donner, transmettre au Eric d'il y a 20 ans, que tu aurais aimé entendre, qui est peut-être en train de nous écouter. Saisis ta chance, pense par toi-même et construis ton parcours sans te
sans t'encombrer de ce que pensent les autres. Parce que c'était un sujet pour toi, tu t'encombrais un petit peu de ce que pensaient les autres. Je pense qu'on s'encombre tous de ce que pensent les autres. Enfin, à la fois, c'est important d'en tenir compte, mais c'est encore plus important de tracer sa route. Je dirais pas en s'affranchissant de ce qu'en pensent les autres, mais en construisant son propre parcours tu vois, singulier. Mon père me dit souvent, c'est une de ses citations préférées, c'est d'ailleurs toujours, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc à partir du moment où toi tu as cette conviction, et finalement c'est un peu cette image que tu m'en laisses aujourd'hui, après cet échange, c'est avec toutes ces années d'expérience, l'entrepreneuriat, t'as vu les hauts, les bas, t'as vu rencontrer beaucoup de personnes, des réussites, des échecs, et finalement les deux bouts du chemin se rencontrent. J'ai le sentiment que pour se lancer, il faut une certaine naïveté, il faut une certaine étincelle, une certaine flamme, une envie de liberté, quelque chose qui bouillonne en soi. Ça, c'est ce qui permet de se lancer, parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui nous empêchent, la peur, le risque, le regard des autres. Alors qu'au bout du chemin, après quelques années, après quelques décennies, ce qui te fait rester dedans, et ce qui fait continuer dans ce secteur, c'est cette sagesse de « il y a tellement de choses encore à apprendre ». Exactement, et au fond, c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu une leçon de vie, au sens où, au fond, déployer son existence, c'est en permanence essayer de se décaler en s'appuyant sur son expérience, mais pour lutter contre un mouvement qui nous attire en permanence vers la synchronisation, vers l'alignement du monde tel qu'il est. Et en fait... il me semble que c'est dans cette capacité à tous les jours créer ces petits décalages, voilà, qu'on peut déployer une expérience existentielle plus forte, plus grande. C'est de la nage à contre-courant. C'est de la nage un peu à contre-courant, ouais. Voilà, c'est important de nager à contre-courant, ouais, exactement. Eric, un très très grand merci sur ces belles paroles. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Je suis certain que celles et ceux qui nous ont écoutés jusque-là en ressortiront grandis. En tout cas, moi, j'en ressors grandi, donc je voulais déjà te remercier. Merci à toi, merci pour cet échange très, très riche, très passionnant, et j'étais très, très heureux de participer à cette conversation. Pour les auditeurs qui peut-être seraient intéressés par te contacter, qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver chez MBO+, sur le site, vous avez toutes les coordonnées de moi-même, de toute l'équipe. Magnifique. Évidemment, on vous réservera le meilleur accueil. Génial. Et la dernière question que je pose à tous mes invités, Eric, c'est est-ce que tu as une suggestion, une recommandation pour un futur invité sur le podcast ? Qu'est-ce que je pourrais lui conseiller ? D'arriver finalement avec le maximum détendu, avec le maximum de spontanéité, parce que... Non, mais est-ce que tu as une suggestion de personne ? Ah, de personne, pardon. Oui. Je croyais que c'était une suggestion de comportement. Une suggestion de personne pour le prochain podcast. Oui. Super. Tu veux que je te la cite ? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Écoute, je pourrais te proposer de rencontrer un entrepreneur, par exemple, qui s'appelle Jean-François Baudin, avec qui on a eu un parcours magnifique d'entreprise, voilà, qui lui avait repris une emprise dans la technologie, les services technologiques, dans le cadre d'un spin-off d'un groupe allemand, emprise qui a connu un parcours magnifique et qui ensuite a rejoint au bout de 5 ans environ, un groupe d'origine scandinave, toujours dans les services, voilà, avec un parcours magnifique. Et c'est quelqu'un qui a une expérience à la fois très intéressante d'entrepreneur, qui a fait un parcours tout à fait remarquable. Et je ne pourrais que t'encourager à le rencontrer, qui te raconte Jean-François Baudin. Son histoire. Voilà, eh bien, écoute, c'est noté, peut-être qu'on recevra Jean-François bientôt dans le podcast. Encore merci beaucoup, Eric, pour ton intervention. Merci, Charles Elias. Bonne journée à toi.